Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir à nouveau nombreux pour regarder ce programme Carte sur table. C'est mardi, les 21h05 dans ce studio. On ira jusqu'à 23h. Ce soir, on parlera d'un seul thème, un thème assez important, évidemment. L'actualité nous l'impose pratiquement. En 1956, c'est Boulouvelle, Saguenay-Lima. En 66, à Tombelle, 92, pratiquement dans tout le sud. En 96, à Douala. Les relations autochtones halogènes, on va exceptionnellement utiliser ces mots pour se faire comprendre ce soir, sont assez souvent conflictuelles au gré peut-être des intérêts politiques qui c'est peut-être, mais également la vie en communauté n'est pas toujours aisée. Ce soir, on va parler du vivre ensemble, comment, et ce sera la question essentielle pour le thème, comment vivre ensemble de façon harmonieuse. Je l'ai dit, les événements de Saguenay-Lima la semaine dernière nous inspirent le thème de ce soir. Pour comprendre peut-être ce qui motive ces conflits, sont-ils réellement des conflits ethniques, tribaux? On a fait venir ce soir des hommes de science, chacun dans son domaine, un historien, une anthropologue, un sociologue et puis un écrivain. Lui, c'est vraiment un homme de culture également, autorité traditionnelle. Il est également universitaire pour déblayer ce thème. Professeur Commando Bétrois, bonsoir. Bonsoir, député Tango. J'ai failli dire qu'on ne présente plus. On vous identifie davantage autour de ce qu'on peut appeler cette bibliothèque, un monde à venir, toute une maison de culture pour les recherches, pour les universitaires, mais également pour tous les autres secteurs de la société que vous avez installés du côté de Bonabéry. Merci encore d'être là ce soir. Merci pour l'invitation. Juste en face de vous, le docteur Jeannette Roguin-Fotso. Elle est anthropologue, ici enseignante à l'université de Douala. Bonsoir, prof. Bonsoir, monsieur Dipita. Merci également d'être là. Merci de m'avoir invité. À côté de vous, le professeur Albert François Adikoumen. Il est peut-être à la retraite maintenant, mais servir combien certainement la qualité de ses recherches. On marquait également l'université de Douala parce qu'elle a été à un moment douanier du chef du département d'histoire. Voilà, vice-doyen. Merci également d'être là, prof. Merci. Cet honneur, on le partage aussi, un honneur, on le partage aussi avec Maurice Somo. Il est sociologue et également responsable du... Je suis psychosociologue. Psychosociologue, il faut toujours le dire. Psychosociologue de l'éducation et des organisations. Également en service à l'Université de Douala. Absolument. Merci beaucoup d'être là également. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Derrière la transition, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit, le thème principal, c'est exactement tel qu'il sera écrit. Société, comment vivre ensemble de façon harmonieuse. Derrière la transition. Alors peut-être avant de véritablement commencer, je voudrais avoir votre ressenti. Le sentiment que vous avez eu, ou alors l'analyse, la lecture que vous faites au regard des récents événements qui ont eu lieu il y a quelques jours seulement à Saguenay-Lima. Maurice, vous, que vous inspire-t-il ces événements-là? Alors, que m'inspire ces événements, c'est le sentiment que tout Camerounais, avec un élan républicain, sentiment de déception, c'est le sentiment, c'est celui du désarroi, parce qu'à un moment donné, on a comme l'impression que la société est en train d'opérer ici ce qu'on appelle une forme de régression. C'est-à-dire que il y a, je pense, dans l'évolution des sociétés, le passage de la grégarité instinctive à, entre guillemets, des formes de civilisation qui consacre quand même, qu'on le veuille ou non, une certaine évolution au niveau des mentalités. C'est également une évolution au niveau de l'agrégation des sociétés, c'est-à-dire que les gens conviennent de se mettre ensemble. Et lorsqu'à un moment donné, cet ensemble, cet édifice social, cette structure sociale, qui est en réalité le résultat de beaucoup d'efforts à tous les niveaux. Lorsqu'on voit cette désagrégation et qui s'appuie sur des choses qui n'ont véritablement rien à voir avec la rationalité humaine,
on se demande si on est toujours dans l'ère de l'être humain. Donc la déception, elle sera d'autant plus grande parce que il faut circonscrire ces événements, surtout les événements de Sambelima. Le lieu où ces événements ont lieu c'est un lieu hautement symbolique. C'est quand même le département du premier citoyen camerounais, du chef de l'État. C'est là que l'on veut bien trouver l'inspiration nécessaire au terme générique qui est devenu à la mode aujourd'hui, le vivre ensemble. Lorsque c'est là que les événements se déroulent, c'est embêtant. Il y a également le paramètre temps. Ça se passe à quel moment? Ça se passe au moment où tout le monde est convenu de dire il y avait des problèmes, mais enfin on va vers la solution. Au moment où on pense trouver la solution à ce concept du vivre ensemble, et c'est justement à ce moment que l'unité nationale, disons ça comme ça, est mise en péril. Donc on est un tout petit peu dessus, et en un mot, on a l'impression que la société ici a régressé. Bonsoir du commun. Disons que j'ai été véritablement atterré par ce qui s'est passé et terriblement déçu. Déçu par ce qui se passait dans cette ville du Sud. Pourquoi? Parce que je me suis dit, nous n'avons pas besoin de cela. Nous venions de vivre une période extrêmement difficile. Difficile avant les élections, pendant les élections et après les élections, au cours de laquelle j'ai vu des Camerounais se dresser les uns en face des autres. J'ai vu des instincts qu'on croyait bannis ou dépassés remonter à la surface. Je me suis dit, mais ces gens sont en train de nous tirer vers le bas. Au moment où nous avons besoin de ressouder les populations, les peuples, je préfère les peuples de ce pays, ces gens nous tirent vers le bas et c'est un très mauvais exemple. Un exemple qui peut être copié par d'autres peuples. Il n'y a pas de raison à ce que dans une ville du Cameroun, des gens qui vivaient en bonne intelligence depuis des dizaines d'années, brusquement, pris par une espèce de fièvre, se dressent les uns contre les autres. Bon, et après, disons quelques temps après, je me suis dit, mais heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Parce que ça aurait été plus grave que ça. Les gens avaient peut-être fourbi leurs armes, mais ils ne les ont pas utilisées comme cela s'est vu dans d'autres pays. Ça aurait pu être le début d'un génocide. Heureusement, on n'est pas allé jusque-là. Je crois que les gens sont revenus vite à la raison. Et je souhaite, moi, que cela leur serve d'exemple à ceux qui ont posé ces actes, mais serve aussi d'exemple à d'autres peuples du Cameroun. C'est vrai que le prétexte de ces événements était la mort d'un individu, mais les événements en eux-mêmes n'ont pas causé de mort, mais plutôt des blessés graves. Je crois qu'on a parlé de Oui. 5 blessés graves qui, en réalité, dont la vie, comment ils disent ça, voilà, dont la vie n'a pas forcément été mise en danger. Docteur Woguin, votre lecture de ces faits? On regarde ce qui s'est passé, on ne peut qu'être désolé, mais pas forcément surprise par ce qui se passe, parce que c'est pas que je veuille m'intéresser au champ politique, mais quand même les événements précédents, cette discorde entre les populations, on pouvait s'y attendre. Parce qu'on a d'abord le dialogue national, le dialogue
qui a eu lieu quelques jours plus tôt. Et on ne va pas l'oublier, la libération, non pas la libération, mais plutôt l'arrêt des poursuites contre les détenus de la crise post-électorale. Et je vais un peu parler comme une citoyenne lambda. Le fait que le chef de l'État ait décidé de libérer ces personnes n'a pas plu à beaucoup de Camerounais qui, en mon sens, font partie de la majorité présidentielle actuelle. Donc c'est comme une sorte d'échec qui n'est pas validé par une partie des populations qui n'est pas toujours ouverte aux autres lorsqu'il s'agit des campagnes. Parce qu'on voit bien que dans d'autres villes du Cameroun, d'autres partis politiques peuvent aller et battre campagne sans qu'il n'y ait problème. Mais quand on va dans certaines régions du Sud, c'est toujours ce tribalisme qui est mis à l'avant. Donc il n'est pas exclu que non seulement l'arrêt des poursuites et les frustrations des uns et des autres aient amener les gens à vouloir plus ou moins se venger sans tenir compte des conséquences que leurs actes pouvaient avoir sur l'ensemble de la population. Parce qu'à l'instant, on ne voit que un seul individu. Parce que je me suis posé la question de savoir si c'était donc à un Camerounais dit Boulou, qu'on avait, auprès d'un Camerounais Boulou, qu'on avait retrouvé les sandales, le téléphone, est-ce que la situation aurait dégénéré autant? C'est la question que moi je me pose, et je pense que la situation n'aurait pas dégénéré comme nous l'avons vu dans les réseaux sociaux et quelques médias qui ont voulu diffuser les images relatives au pillage. Parce que même s'il n'y a pas eu mort d'homme, le pillage a quand même été énorme, hein, parce que quand des gens pensent être dans leur pays et qui se retrouvent dans une ville où ils deviennent subitement la cible des autres, ça craint vraiment. Parce que imaginons que ces populations majoritairement du Noun soient rentrées chez elles et aient décidé de faire sortir du département du Noun tous les boulous qui s'y trouvaient. Parce qu'un citoyen camerounais doit se sentir libre, quel que soit l'espace où il se trouve. Donc on gagnerait vraiment à remettre le citoyen au centre des préoccupations majeures. Parce qu'il y a certainement un certain discours qui est tenu au sein des populations dites du coin, qui participent à amener les uns à croire qu'ils sont supérieurs aux autres du seul fait d'être nés dans cet espace géographique. Prince Commando Bétra, votre approche votre lecture de ces événements, avant de rentrer même dans l'analyse de ces phénomènes. Oui. Est-ce que nous sommes déjà une nation, le Cameroun? Non. C'est la première question. Et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas encore une nation? Je voudrais, avant d'aller plus loin, merci d'abord pour l'invitation, et réaffirmer encore une fois ici que moi je suis un Camerounais. Parce que sur Canal 2, Dr Luison Essomba, de l'université de Douala, a osé affirmer que je n'étais pas Camerounais, que j'étais allemand. C'est à cause de cela que la chefferie de Bonabéry m'a été refusée par le préfet Bernard Claude. Je suis Camerounais, non seulement voici mon passeport camerounais, mais voici mon permis de séjour permanent. Si j'étais un Allemand, je n'aurais pas besoin de permis de séjour pour entrer en Allemagne. Je voudrais donc que nos jeunes collègues, avant de venir affirmer quelque chose, surtout
sur un plateau de télévision qui faisait une espèce de modération, mais qu'ils aillent loin dans la recherche. Moi, je suis aussi docteur. J'ai fait mon doctorat. Ça, c'est ma thèse de doctorat. Hitler voulait l'Afrique, 1975. Donc, il ne faut pas que les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire, viennent... Vous comprenez? Ça, c'est mon habilitation en sciences politiques, Université de Berlin, 1989. Pourquoi est-ce que je montre tout ça? C'est parce qu'il faut que certaines polémiques n'aient pas lieu. Elles nous perdent le temps. Et pour ce qui s'est passé à Saint-Mélimont, je ne sais pas si on peut nous montrer. J'ai apporté ici les images d'une salle de classe au Rwanda avec plein de cadavres. En 1996, comme c'est moi qui tenais la chaire de sciences politiques africaines à l'université de Berlin, le gouvernement allemand m'a mandaté pour aller au Rwanda après le génocide, voir ce qui s'est passé et donner des recommandations. Voilà comment j'ai trouvé le Rwanda. C'est parce que vous m'avez dit quelle est l'impression que j'ai eue par rapport à... Quand j'ouvre cette salle de classe, voilà ce que je trouve dans cette salle de classe. Les cadavres. Nous allons essayer rapidement de capturer cette image, l'envoyer à la réalisation, si elle peut nous mettre en antenne. On vous écoute, hein, Prince. Alors, je viens donc dans un pays où, dans les salles de classe, dans les églises, vous trouvez les cadavres ou alors les habits partout, pleins de sang, ou alors vous allez quelque part, vous trouvez une montagne de cadavres. Et un jour, il y avait une montagne de cadavres comme ça, et un jeune, enfin un enfant de 8 ans, respirait encore. Et on a dû l'extraire. Donc j'ai déjà vu ça. Et ça se passait entre... On a instrumentalisé les Hutus et les Tutsis pour qu'ils se massacrent comme ça. C'est pour ça que dès le départ, j'ai posé la question, au Cameroun, est-ce que nous sommes déjà une nation? Parce qu'il y a un problème quand même, je crois, qui est très fâcheux. Après 1960, est-ce que nous avons décolonisé? Est-ce qu'en 2019, vous pouvez dire que la décolonisation du Cameroun ou du Tchad ou de la Centrafrique, etc., ou du Congo, est-ce que cette décolonisation est achevée? Est-ce que nous avons achevé la décolonisation? Nous sommes encore dans les fameuses frontières de 1884 que les Européens ont tracées comme ça, comme nous sommes autour d'une table, avec la règle. Et nous vivons encore dans ces espaces. Est-ce que c'était d'un commun accord que les Camerounais du Nord, du Sud, on a dit, ok, on va faire ensemble, on va rester ensemble? Nous sommes encore, si vous voulez, dans la continuité de cet espace colonial. Voilà bien l'image dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Vous avez illustré. Voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé... Le Rwanda en 96. Oui. C'est la classe à Murambi, n'est-ce pas, sous-préfecture de Gikongoro. On ouvre la salle et c'est ça que je trouve. Et j'ai travaillé 2 fois, on m'a envoyé 2 fois au Rwanda. Et j'ai donc eu à faire des recommandations au gouvernement allemand qui ont été heureusement acceptées et qu'ils ont appliqué 3 ans, pendant 9 ans. Pour voir comment est-ce qu'on peut injecter des mécanismes de prévention de conflits dans les projets de développement allemands. Mais je peux vous dire qu'au Cameroun, je n'ai jamais eu le droit d'enseigner en sciences politiques. Hein. Je n'ai jamais enseigné en sciences politiques au Cameroun. Et avec l'université de Douala, je me trouve comme Cheikh Anta Diop, comme il me disait, tu sais, voici l'université là-bas. Quand je lui ai rendu visite dans son laboratoire radiocarbone en 79 à Dakar, il m'a dit, oui, Senghor m'interdisait
d'enseigner. Et quand Abdou Diouf est venu, il me dit, les enfants là disent que je dois leur faire, je dois écrire que je veux venir enseigner. C'est un peu comme ça ma situation avec l'université de Douala. Je suis à Bonabéry, professeur de rang magistral en Allemagne et au Cameroun, mais je n'ai jamais donné un seul cours là-bas. Hein. Mais ce n'est pas ma honte, c'est leur honte. Je veux donc dire que nous sommes encore dans la logique coloniale. Et ça, c'est très grave. Et tant qu'on n'est pas, on ne quitte pas, mais on ne va pas s'en sortir. Parce que je vous ai parlé de Louison et Soma tout à l'heure. J'enseignais à Berlin et la famille en 94 dit, bon, viens prendre le fauteuil de ton grand-père Locke Priso. Et c'est là où Ben Bernard Claude dit que est-ce que Berlin est un quartier de Bonabéry? C'est la question qu'il a posée à la salle. Mais leur problème c'était quoi? C'est que les systèmes de gouvernement qui sont venus après la colonisation, pratiquement continuaient ces systèmes-là. On reproduit. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, on nous initie très tôt pour le fauteuil de la chefferie. À partir de 6 ans, on commence à vous initier. Et on m'a toujours dit ceci. Le jour où tu vas monter sur le trône, tu es là pour tout le monde. Et non pas pour une partie. Et même si une femme est une femme qui est prostituée, tu dois la recevoir. Même si quelqu'un a tué, tu dois le recevoir. Et là, Kungu Ferdinand me dit que je dois absolument être dans le RDPC. Moi, je lui ai dit qu'à partir du moment où il y a le multipartisme, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Alors ils me disent, on ne va pas signer ton décret. Voilà donc les choses qui causent, c'est-à-dire qui ébranlent vos fondamentaux. Il me dit, on ne va pas signer ton décret parce que tu ne veux pas être dans le RDPC. Je dis, mais c'est nous qui avons créé le RDPC à Bamenda. Regardez les documents, c'est nous. Mais à partir du moment où la famille me désigne pour être le chef supérieur de Bélébélé, je ne peux plus être dans un parti politique, quel qu'il soit. Mais je dois être un rassembleur. Et si vous voyez aujourd'hui, vous avez vu que beaucoup de chefs anglophones sont réfugiés à Yaoundé. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Donc il y a un problème avec le système dont nous avons hérité de la colonisation. Donc ce qui se passe à Saint-Mélément, ça peut se passer n'importe où. Qu'on ne dise pas que les Boulous. Ça peut se passer à l'ouest. Ça peut se passer ici à Douala. Ça peut se passer n'importe où. Parce que nous n'avons pas encore atteint, c'est-à-dire cette volonté d'être ensemble. Et puis, on nous a effacé la mémoire. On nous a effacé la mémoire. Lui, il sait qu'il vient d'où? Est-ce qu'il est parenté à quelqu'un qui est dans une autre région? On ne lui a pas appris ça à l'école. Et l'école, maintenant même, c'est anglophone, francophone. Vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fonctionnez sur un système, où vous ne savez même pas qui vous êtes, quel est votre héritage, d'où vous venez, quelles sont vos alliances, vous aurez toujours des choses de ce genre-là. Moi, aujourd'hui, on me dit que je suis francophone, non. Ma grand-mère vient de Bimbia. Donc, toute ma famille qui est à Bimbia est anglophone. Donc, nous avons des problèmes. Hein? Quand je rencontre Chief Moukete, je n'ai jamais parlé anglais avec Chief Moukete. Je n'ai jamais parlé français avec Chief Moukete. Dès qu'on se voit, on parle Douala. Qu'on se rencontre ici à Kumba ou à Yaoundé, n'importe où. Mais le système veut qu'eux soient anglophones, défendent des intérêts anglophones, et moi, je dois défendre les intérêts francophones. Mais il faut un peu qu'on sorte de là. Donc voilà ma réaction pour dire que, attention, tant que vous allez vivre avec une mémoire effacée, et que tout le système, que ce soit à l'école, que ce soit dans le gouvernement, on ne vous permet pas de savoir qui vous êtes. Quel est l'héritage même d'institutions politiques? On en parle, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Quelles sont vos institutions politiques qui ont bien fonctionné? Vous ne savez pas. On vous dit que vous êtes... on vous dit quoi?
la Constitution de la 5e République, c'est ça qu'il faut apprendre. La common law. Des bêtises comme ça. Parce que nous étions beaucoup plus loin, et je vais le démontrer tout à l'heure. Beaucoup plus loin que ça. Alors, docteur, le prof nous a ramené, le prince nous a vraiment fait une forme, je ne sais pas si historicité sera le mot, mais je veux dire que nous a fait le lien entre nos ancêtres, les colons, donc on dirait les Gaulois, et les événements que nous lisons pour nous démontrer qu'en réalité, et là j'interpelle l'anthropologue, que nous ne sommes pas encore une société constituée au point de s'identifier en termes de communauté, en termes de tribus, en termes de nation. En termes de nation. Oui. Vous avez la même approche? Je dirais davantage oui, parce que j'ai été membre des clubs Cheikh Anta Diop quand j'étais au lycée, et c'est mon appartenance au club Cheikh Anta Diop qui m'a amené à m'intéresser à l'anthropologie. Parce que justement, quand on prend nos livres d'histoire, jusqu'aujourd'hui dans nos livres d'histoire, alors qu'on a de grands historiens au Cameroun, on parle de pygmées. Moi, j'ai souvent des discussions avec ma fille à la maison où elle me dit « Ah maman, toi tu dis qu'on doit parler des Baka parce qu'on les trouve à tel endroit au Cameroun. Mais mon professeur a dit que ce sont les pygmées. » Je dis « Ok, quand tu seras dans un environnement autre, parle des Baka, mais pour avoir ta note, écris pygmée. » Parce que c'est le mot qu'il veut avoir. Donc, il y a déjà ces fondamentaux qu'on devrait enseigner à nos enfants, aux plus petits. Il y a des enfants qui, aujourd'hui, ont même honte de parler leur langue maternelle. Or, si on ne comprend pas, on ne connaît pas sa culture, on ne peut pas savoir où on va. Parce qu'un citoyen peut vivre à Douala et avoir un problème qui ne trouvera solution qu'à Kumba. Juste à la suite d'une visite, hein, pas parce qu'il allait à Kumba pour rencontrer une autorité qui va résoudre son problème, mais parce qu'il a une attache au niveau de la parenté dans ces espaces-là. Parce que si on va... moi, je pense personnellement que le Cameroun n'est pas encore une nation. On dit le Cameroun simplement parce que c'est un héritage qui nous vient de on va dire, si vous voulez, la colonisation. Mais en réalité, le fonctionnement, depuis quelques années, est sur des bases tribales. Parce que vous appartenez à telle communauté, vous avez, on va dire, le vent en poupe, vous avez le droit de citer, parce que vous appartenez à telle autre communauté, vous êtes considéré comme apatride. Ce qui pose problème. Donc, si on enseignait déjà ces fondamentaux pour savoir qui sont les premiers citoyens du Cameroun, ce ne sera ni les Bassa, ni les Douala, ni les Eto, ni les Mouda, ni les Tout-Pourris. Ce sont les Baka qui diraient, c'est nous qui sommes arrivés les premiers. Si on prend la grande zone géographique sud, quand je dis sud, c'est pas en termes de limites administratives, mais sud géographique en rapport avec le climat et la végétation. Et lorsqu'on va aller au nord, professeur Dikoum est là, on va nous parler des Sao. Et en étudiant dans l'histoire ou l'historicité de ces deux peuples, on peut avoir les éléments. Et lorsqu'on va aller au niveau des migrations, on peut donc dire, ok, voilà ceux qui sont arrivés les premiers. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés les premiers qu'ils sont les propriétaires du Cameroun. Parce que quand ils arrivent, ils trouvent des populations qui sont déjà installées. Et donc les Baka et toutes les autres subdivisions. Mais quand des gens, du fait des migrations, se retrouvent un peu plus au sud profond ou dans les plaines, dans les montagnes, l'ordre n'est que par rapport au moment où on arrive. Et puis, une communauté ne peut pas vivre en autarcie parce que les sociétés, à mon sens, sont un peu comme l'homme et la femme. C'est complémentaire. S'il n'y a pas d'homme, s'il n'y a pas de femme, il ne peut pas avoir procréation. Donc, par conséquent, moi, en tant que citoyenne des Grassfields, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux copier chez l'autre? Et ce que je peux prendre chez l'autre va m'édifier parce que nous n'avons pas les mêmes environnements géographiques. Et ce sont ces environnements géographiques qui nous permettent de développer des stratégies d'adaptation dans les environnements qui sont les nôtres. Parce que quand vous voyez des populations qui viennent de la partie septentrionale, quel que soit le degré de la chaleur,
quel que soit le climat, ces personnes ne vont pas se plaindre autant que les populations bantoues qu'on aura au sud, au grand sud géographique. Donc, cette communauté de partage devrait nous amener à ne pas nous affronter les unes les autres. Parce que quoi, quand vous prenez, si on veut mettre de côté le politique qui instrumentalise les populations, on ne devrait pas avoir de tels problèmes. Parce que moi, je côtoie certains collègues qui, malgré les difficultés que les populations rencontrent dans les zones où elles ont eu la chance de s'installer, disent que pour eux, de toutes les façons, tant que c'est le chef de l'État actuel qui est au pouvoir, peu importe leurs conditions de vie. Donc lorsqu'on pense seulement de cette manière, on ne peut même pas se battre pour soi. Moi, je suis membre du syndicat national des enseignants du supérieur, mais ce n'est pas sous ce titre que je prends la parole ce soir. Mais il y a des collègues qui nous disent que vraiment, on aime bien ce que vous, la coordination, vous faites, mais je ne peux pas, je peux pas prendre la carte, parce qu'au village, on va me taper dessus. Je dis, mais je ne peux pas comprendre que vous ayez un doctorat, que vous soyez maître de conférence, et que vous ne puissiez pas prendre une carte pour défendre les droits qui sont les vôtres. Voilà donc la mentalité, parce que quoi, il y a une instrumentalisation qui est faite au niveau des communautés de manière très sournoise. Ce n'est pas comme si on leur dispensait des cours dans ce sens, mais lorsque les élites vont vers les leurs, ils donnent l'impression que le fait qu'ils soient au sommet, c'est une manière pour eux aussi, ces pauvres citoyens-là, d'être au sommet. Or, malheureusement, ce n'est pas ça. Lorsqu'il y a un problème, peu importe l'endroit où le citoyen a des soucis, on devrait se lever comme un seul homme pour éviter qu'un deuxième citoyen n'ait le même problème. Mais malheureusement, parce que nous ne constituons pas encore une nation où l'être humain, peu importe l'espace où il est traditionnellement installé, est mis au cœur des préoccupations. Donc tant que ce n'est pas cela, vraiment on aura beau discourir, écumer les plateaux de télévision, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à résoudre le problème. Donc on doit se réapproprier notre histoire et la vraie histoire, pas celle des perdants ou des gagnants, parce qu'il y a toujours les uns qui vont gagner et les uns qui vont perdre. François Dikoumé, quels seraient selon vous les facteurs qui justement menacent le vivre ensemble, ou alors qui ne permettent pas aux différentes communautés installées dans un espace quelconque de mieux aller vers cette intégration-là qui pourrait permettre une vie, j'ai failli dire harmonieuse, évidemment, si tant il est vrai qu'entre humains, il y a toujours un petit problème à gauche ou à droite, mais une vie qui ne permettrait pas ce genre de débordement qu'on a pu observer. Bon, avant de répondre à cette question, je vais d'abord dire une chose. Je suis né en Konsamba, dans le Mungo. Mes parents se sont installés en Konsamba dans les années 30. Tous les deux venaient de Douala. Et mes frères et moi, nous avons grandi en Konsamba. Nous avons fait nos études primaires et secondaires en Konsamba. Donc, de manière générale, nous avons une double appartenance. Nous nous considérons comme des gens de Konsamba, dont les parents sont venus d'ailleurs. Cela ne signifie pas que nous avons rompu avec nos familles de Douala, mais nous avons un attachement viscéral pour Konsamba. Pendant que j'étais encore enseignant à l'université de Douala, un jour, ma secrétaire me dit, il y a un monsieur qui veut vous rencontrer. Il s'appelle Loué. Et il dit qu'il est votre frère. Je lui dis, oui, justement, c'est mon frère. Et elle me dit, mais Loué, ça c'est un nom Bakoukou, un nom Etoun. Je lui dis, c'est un Etoun, mais c'est mon frère. C'est un ami, un frère avec qui j'ai grandi. J'ai fait l'école primaire, le lycée de Konsamba.
qui était devenu gendarme et qui voulait que je lui donne un certain nom, que j'oriente sa fille, qui venait d'avoir le bac. Et dernièrement, il y a un ancien footballeur de l'Aigle de Nkonsamba qui s'appelle Touman, qui a été goalkeeper de l'Aigle de Nkonsamba, qui est décédé. Et j'ai vu arriver à Douala plein de gens de Nkonsamba. Et quand je rencontre ces gens avec qui j'ai joué au football, j'ai grandi, je les considère comme mes frères. Et nous avons une association des natifs de Nkonsamba. Et l'une des missions de cette association, c'est de combattre le tribalisme. Je ne dis pas que tout a été bien en Nkonsamba, mais je dis souvent qu'aujourd'hui, nous utilisons cette expression de vivre ensemble. D'autant plus qu'il faut le dire, Nkonsamba, c'est quand même une réalité de communauté divergente dans un espace. Vivre ensemble au Cameroun, en Nkonsamba et dans le monde. Incontestablement. Hein? Mais le problème, c'est que il y a eu des intérêts politiques au Cameroun. Des intérêts politiques. Et on a agité des sentiments négatifs. On a vu sur les plateaux de télévision des gens parler de suprématie, des suprémacistes. Je me suis demandé, ça signifie quoi, être un suprémaciste? On m'a dit que c'est parce qu'ils sont différents des autres, ils sont appelés à dominer les autres. Et on a dit, ça c'est extrêmement dangereux. Ça nous renvoie aux années 20 et aux années 30 en Europe. Lorsque les gens ont commencé à procéder à des classements, celui-ci est juif, l'autre est polonais, l'autre est tchèque, etc., etc. Hitler. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des pogroms. Ça aboutit à la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque une guerre commence, on ne sait pas quand elle va s'arrêter. La preuve, cette guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, les gens croyaient que c'était une promenade de santé, que en quelques mois, on allait mettre un terme à ce qu'on appelait une petite rébellion. Ça dure. Et ça nous empoisonne l'existence. Ça fait beaucoup de mal au Cameroun. Ce n'est pas seulement sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan politique. Parce que nous avons été à Yaoundé. Je sais que le prince a été à Yaoundé, au grand dialogue national. Mais est-ce que on en est sorti satisfait? Moi j'ai eu l'impression que ça nous a laissé un goût d'inachevé. Donc, il faudrait faire très attention. Nous devons faire attention à ce que nous disons, aux actes que nous posons vis-à-vis des autres Camerounais. Et puis moi, j'ai l'impression que, bon, peut-être qu'on me contredira, que cette unité nationale a reculé. Hein? Beaucoup. Je n'ai pas toujours été très proche du président Ahidjo, mais c'était son leitmotiv. Il parlait de l'unité nationale tout le temps. Et je crois que les gens ont commencé à y croire. Mais les gens ont, comme d'autres, veulent utiliser la tribu. Hein? La tribu pour faire ceci, pour faire cela. Et je dis, il faut faire très attention. Le prince a parlé du Rwanda tout à l'heure. Le Rwanda peut être à nos portes. Il suffit que ça commence
Et le brasier sera difficile à éteindre. Donc, pour le vivre national, le vivre ensemble, pour le vivre ensemble, il faut que chacun y mette du sien. D'abord ça. Il faut que chacun de nous accepte l'autre. Cet instinct grégaire que nous connaissons, mais cet instinct grégaire qui est mu par un certain nombre d'intérêts sur le plan tribal. Je ne dis pas qu'il faille, n'est-ce pas, aujourd'hui rompre avec son ethnie ou sa tribu, mais si, comme certains le font, on devient prisonnier de cette ethnie, on n'ira jamais vers les autres. Nous devons aller vers les autres Camerounais. Et aller au-delà, nous devons aller vers le monde. C'est parce que c'est en allant vers les autres Camerounais, comme l'a dit le docteur Fosso tout à l'heure, que nous apprendrons davantage. C'est en allant à l'extérieur, vers les autres citoyens de ce monde, que nous apprendrons davantage et que nous pourrons remplir la mission qui est la nôtre, n'est-ce pas? Faire de ce pays un pays où il fait bon vivre. Alors Maurice, quels sont les éléments constitutifs d'un vivre ensemble? Peut-être les acteurs, peut-être les instruments au quotidien. Je prends souvent un exemple banal. Je dis, quand vous sortez le matin, que vous allez acheter le pain, vous cherchez par savoir qui est derrière, qui est le vendeur. Quand vous mettez du carburant, vous cherchez par savoir qui vous sert. Alors vous, le psychosociologue, comment ça se traduit dans la tête d'un individu du jour au lendemain, qui a paisiblement eu ces moments avec ses voisins, du jour au lendemain il se lève et puis il se dit, avec peut-être ses frères, je mets le terme vraiment encadré, allons-y et puis détruisons l'autre côté. Comment je veux dire, quel est le déclic pour essayer de comprendre? Et ça, et je reviens à la question après, les éléments constitutifs du vivre ensemble, quels sont-ils? Oui. Vous me posez une question qui ressemble à une colle. Ce que vous me demandez là de développer une science, je crois que ce n'est pas l'objet de notre débat. Je crois que dernièrement, à la sous-préfecture de Paris, je crois, quelqu'un a pris une arme blanche, un couteau, et a tué 4 de ses collègues avec qui il vivait tous les jours. Voilà. Alors, le président Macron, lorsqu'il est intervenu sur la question, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toute la lumière sera faite, des enquêtes vont être menées, les responsabilités seront établies par-ci et par-là. Du fauteuil où j'étais assis, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va expliquer là-dedans au point de prendre des mesures? Va-t-on un jour empêcher que des événements comme celui-là n'arrivent? Bien, c'est exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé à Saint-Mulima. C'est-à-dire que on est dans un calme absolu. On a l'impression que tout va, tout baigne. Lorsque, sortant de nulle part, on se rend compte qu'en réalité, des hommes qui hier encore étaient unis, vivaient ensemble, vont prendre l'un une arme et l'autre devra prendre un bouclier et ils doivent se défendre. C'est donc là que commencent les vraies interrogations. Est-ce qu'il y a des éléments latents qui pouvaient nous permettre, au plan de la psychologie sociale, de penser qu'à un moment donné, cette société pouvait sombrer dans de telles attitudes?
Ce qui, moi je voudrais rester vraiment très très proche des événements de Saint-Béliman, parce que tout à l'heure dans les développements que le prince a fait, lorsqu'il a parlé de l'histoire, j'ai compris qu'il a englobé, la situation de notre pays, les problèmes de nos eaux, pour parler de la méconnaissance de notre histoire qui peut être à l'origine des divisions que nous avons aujourd'hui, à savoir que les colons nous ont imposé des frontières ou des choses en fait qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler notre culture à nous. Voilà. Mais quand on se situe uniquement dans le cas spécifique, il y a des faits extrêmement simples qui sont même à la limite. Regardez le théâtre des opérations. Qu'est-ce qui descend dans la rue? C'est les bensikineurs. C'est les bensikineurs. C'est qui vont s'insurger contre les petits commerçants. Est-ce qu'à aucun moment donné, on a appris que véritablement la classe bourgeoise ou les composantes de la classe bourgeoise de notre pays se sont véritablement affrontées? Et je suis d'accord avec le docteur Houguet lorsqu'il a utilisé des mots forts. L'instrumentalisation des foules. Je vais aller plus loin en parler de la manipulation des foules. Alors, il y a une manipulation quasi permanente qui s'appuie sur une certaine misérabilité. Cette misérabilité étant un fait, il y a même ce qu'on pourrait appeler de la misérabilité. On est passé à une forme de misérabilisme. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où prenez un sac de riz, mettez-la au milieu et prenez des coques, vous les mettez ensemble. Tant que chaque coque aura ses grains de riz à picorer, il ne s'attaquera à personne. Mais quand, au fur et à mesure que la quantité de riz diminue, le combat commence. Vous voyez? C'est ce qui se passe à Saint-Béliman. Et regarde là où ça aboutit. L'une des clauses, c'est il faudrait désormais que l'activité de moto-taxi soit réservée uniquement aux autochtones. Mais est-ce que cette décision a été véritablement prise ou bien non. Qu'elle ait été prise ou qu'elle n'ait pas été prise, dans tous les cas, ça fait partie de ce qui s'est dit autour des événements de Saint-Béliman. Ça, on nous a montré les images. À un moment donné, quelqu'un aurait dit, je dis bien, aurait dit une chose pareille et tout le monde a applaudi, notamment les jeunes. Ils ont applaudi. C'est quoi? Ils ont faim. C'est normal donc que cette misère ambiante laisse couver une pensée selon laquelle l'autre est de trop dans mon espace de vie et peut-être s'il n'y est plus, probablement, je vais connaître un peu plus de gaieté, un peu plus d'aisance dans ma société. Donc, et finalement, lorsqu'on est dans une situation qui couvre ainsi, l'étincelle, un événement aussi mineur soit-il, suffira largement pour déclencher la levée des boucliers que l'on a vu et qui s'est passé là-bas. Le vivre ensemble a un mot qui va avec, c'est le partage. Le vivre ensemble et partage sont deux concepts, à mon sens, qui sont intimement liés. Le sentiment global de certains est que le partage n'est pas bien fait. Certains ont la plus grosse part du gâteau, certains n'en ont pas du tout. Bien. Et qu'est-ce qui s'est passé pour être toujours à Saint-Béliman plus tard? Ce qui était une opposition entre Boulou et les autres communautés est devenue une opposition entre les Boulous. Je ne sais pas si vous avez eu la même perception. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la jeunesse s'est attaquée à qui? À son élite. La jeunesse s'est attaquée à son élite. Une façon de dire, écoutez mes frères, nous vraiment, on n'a pas de problème avec vous,
Mais le vrai problème, c'est nos élites qui nous délaissent. C'est comme quelqu'un qui dit vraiment, en tout cas, excuse-moi, c'est par nervosité que j'étais allongé ce coup de poing, mais en réalité, c'est parce que j'avais faim et j'ai eu l'impression que c'est à cause de toi que j'aime. Mais en fait, c'est véritablement mon père qui est là, qui refuse de me donner à manger. Je voulais, à travers ces explications, dire que le vivre ensemble s'appuie sur le partage. Lorsque les éléments qui régissent ce partage ne sont pas assez objectifs, lorsque une forme de pauvreté ou de misère réelle, c'est ce que j'appelais la misérabilité, c'est-à-dire réalité, et une misère d'esprit, ce que j'ai appelé le misérabilisme, lorsque ces éléments se mettent ensemble, il y a comme un repli identitaire qui s'opère. Chacun veut se replier dans son environnement pour être sûr de survivre. Donc il y en a très peu et il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est un peu la situation qui... Et ce qui s'est passé à Sambelima se passe partout. Je suis originaire d'une tribu qu'on appelle les Banen du Cameroun. Et je suis du Mbam, de ce côté-là. Chez moi, dans mon village à Kienitoukou, l'impression à travers un forum que les jeunes, un certain nombre ont créé, j'ai reconnu j'ai dit, c'est Sambelima bis. C'est-à-dire que les discours qui sortent de là sont des discours de Sambelima bis. J'ai même vu là quelqu'un qui a dû dire, attention, Ebamileke commence à s'installer chez vous. J'ai mis les mains sur la tête. Quelqu'un a réagi tout de suite, non, laissez les Bamileke tranquilles. C'est nos élites qui sont là depuis, ils ne veulent rien faire pour le développement de notre pays. Si ce sont les Bamileke qui vont apporter le développement, bon, en fait, on va leur laisser, on va leur en donner l'occasion. Vous voyez donc que dans chaque région, dans chaque unité de notre pays, c'est un Sambelima qui est en train... Et vous avez très bien fait, M. Dipita Tongo, dans votre introduction, pour dire qu'il y a des faits historiques qui tendent à démontrer qu'il y a comme une forme de réplication de cet événement. Et si la nation, cette notion si chère aux princes, si la nation ne refait pas surface, dans le contexte ensemble, s'il n'y a pas une refragmentation de la société, ce que j'appelle refragmentation de la société, c'est que aujourd'hui, il faut que la société éclate. Elle éclate complètement, c'est-à-dire que ça va things falls apart. Éclater, c'est-à-dire que tout ça éclate complètement. Non, pas génocide. Elle peut éclater sans qu'il y ait de violence. Cet éclatement de la société en plusieurs particules, puis un seul corrompu restructurer un peuple sur un modèle qui ne s'appuie pas sur la tribu. C'est-à-dire refaire une société qui s'appuie sur d'autres valeurs que la tribu. Parce que des notions de tribu nous ont été imposées par les autres. C'est des tribus de ceci, c'est des tribus de ceci. Il a dit ce qu'il s'est dit avec le chef qu'on respecte, Chief Moukete. Il se parle, quand il se parle, c'est qu'à un moment donné, on a dit, ils sont des doigts là et les autres, sont ceci. Les autres, les uns sont des anglophones, les francophones. Les Sahel, les Bamileke, c'est ceci. Pourtant, au départ, on avait l'impression que c'est tous des Bantous. Donc, il faut ressouder la société sur des modèles qui n'ont rien à voir ni avec la tribu. Et je vais sortir par là. Je suis impressionné par l'utilisation de certains concepts, que ce soit sur le plan de télévision. Les gens parlent beaucoup de communautarisme. Les gens parlent beaucoup de tribalisme. Les gens parlent beaucoup de repli identitaire. Mais est-ce que nous ne sommes pas là en train de dessiner le diable sur le mur et qu'il ne reste plus qu'à ce qu'il vienne s'installer? Comment des concepts aussi dangereux
ont-ils pu trouver un espace d'expression ou de réalisation dans notre pays? Comment c'est possible? Quand moi j'étais à l'école primaire, excusez-moi pas en même temps que vous, hein, Prince. Bien longtemps après. Peut-être moi avant elle après moi. Et il y a que lorsqu'on parlait de tribalisme, ça te faisait, tu tremblais, ça te faisait froid dans le dos. Mais aujourd'hui, on parle de tribalisme avec tellement de simplicité que les enfants les plus petits qui sont là pensent que c'est quelque chose d'extrêmement banal. Aujourd'hui, on banalise le tribalisme, on dit le communautarisme, et comme quelqu'un disait à la télévision, on dit c'est le quartier Bamileke, c'est le quartier Bamoun, c'est le quartier ceci. Non. Je crois que notre patrie a mal, et les principaux responsables, c'est nous-mêmes, c'est vrai, c'est les manipulateurs politiques qui nous y amènent. C'est l'héritage d'une mauvaise colonisation. Il faut, à mon sens, qu'on se réunisse. Mon intervention a suscité apparemment beaucoup de réactions. D'abord et puis le prince. Okay. Oui, je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit le psychosociologue. Je ne suis pas d'accord qu'on compare ce qui s'est passé en France avec ce qui s'est passé à Saint-Mélima. Parce que là, en France, c'était quelqu'un qui travaillait normalement, donc a priori, il n'avait pas de raison de massacrer, comme on l'a vu. A priori. Oui, a priori, il n'avait pas de raison. Mais lorsqu'on va étudier en profondeur, on se rend compte qu'il avait des accointances avec certains groupes d'extrémistes islamistes. Moi, je pense que ce qui se passe à Saint-Mélima ou au Cameroun en général, mais je préfère ne pas généraliser, est beaucoup plus complexe. Parce que quoi? Il y a depuis quelques années un certain discours qui se tient sur certaines communautés. On a entendu un ministre délégué dire qu'un Bamileke ne prendra jamais le pouvoir au Cameroun. Et aujourd'hui, on veut faire comme si ça n'a jamais été dit. Il y en a qui ont dit que le pouvoir était leur affaire et non celle des autres. Donc, et au cours des campagnes électorales, on a vu les membres de certains partis politiques être quasiment chassés dans certaines villes du Cameroun, davantage les villes du sud où ils allaient donc les partis politiques battre campagne. Donc tout cela, en mon sens, est nourri. Il y a des chaînes de télévision qui ont fait des émissions pour nous dire ce que signifiait être de telle communauté, où on a invité des chefs et autres. Moi, je dis, les politiciens s'en mêlent et ça leur profite ce qui se passe. Parce que avant le système actuel, c'était toujours l'État qui est le nôtre. Même si on avait à un moment 7 provinces et après 10 provinces et désormais les régions. Moi, j'ai eu cette chance-là d'être élevé par mon grand frère qui était affecté d'abord à Saint-Mélima, où il a subi dans les années, je crois en 84, c'était après le coup d'État manqué, où il y a eu des pillages. Lorsqu'il y a eu ces pillages-là, c'était toujours les populations originaires de l'Ouest et de la partie septentrionale qui étaient stigmatisées. Et moi, je reste sur ma faim en ce sens où c'est trop facile de dire que ça peut arriver partout. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a certaines populations qui sont, on va dire, peut-être pro-xénophobes que d'autres. Parce que dans certaines communautés, quand on arrive, on se parle, je parle de l'école primaire, on s'appelle par les noms, parce qu'en tant qu'enfant, on ne sait pas si tel nom est du nord, de l'est ou bien du sud. Mais dans nos communautés aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, j'ai une collègue qui devait être recrutée. Elle porte un nom qui a une connotation Sawa, Bakoko et autres. Mais l'une des personnes qui était en charge de recrutement a demandé qu'on rappelle son nom de jeune fille. Et quand elle a donné son nom de jeune fille, on a dit non, ce sont les mêmes gens, on n'en a pas besoin. Donc ne me dites pas que, parce que ce sont les mêmes populations qui évoluent aujourd'hui, mais il me semble que c'est la manière de gérer cette même population qui a changé. Parce que
Monsieur Somo l'a dit tout à l'heure, pendant longtemps, on ne savait pas ce que signifiait être tribaliste. Mais aujourd'hui, il y a des Camerounais qui pensent que parce qu'ils appartiennent à telle communauté, ils sont supérieurs aux autres et que certaines communautés sont des apatrides. Parce qu'on parle suffisamment des Bamileke. À la fin, à mon sens, ça peut créer une sorte de stigmatisation de cette population-là, même de manière inconsciente, parce que c'est un peu comme ces films qu'on nous montre sur certaines de nos chaînes de télévision, où on montre deux hommes qui s'embrassent, ou deux femmes qui s'embrassent, mais notre subconscient enregistre, et le jour où on va voir nos deux jeunes frères s'embrasser, ah tiens, j'ai même déjà regardé ça à la télé, on n'en sera pas ému. Donc ce qui se passe, c'est la précarité dans laquelle les populations vivent ne devrait pas justifier qu'on se lève et on se mette à détruire les biens des autres. Si donc comment même on en arrive à dire que telle activité ne sera plus menée que par les tels? C'est d'une incongruité inimaginable de dire que ok, désormais à Douala, il n'y a que le Douala qui va faire la pêche. C'est un problème. Ou de dire que le Bobolo, le Miondo, comme c'est leur particularité, ce sont eux qui vont faire le Miondo. On devrait enseigner aux populations. Je ne pense même pas qu'on devrait enseigner. C'est le politique en place qui amène les gens à, de manière sournoise, à les lever les uns contre les autres. Parce que ce sont les mêmes populations qui vivaient depuis la période des indépendances jusqu'à la période post-indépendance. Mais il faut dire que d'un point de vue historique, on peut voir à partir de quel moment les choses se sont dégradées. Parce qu'avant, les fonctionnaires, quand ils allaient dans les villes, ils apprenaient la langue de la communauté où ils étaient installés et on communiquait sans problème. Moi, j'ai été à Kribi. Je parlais couramment le Batanga, mais aujourd'hui, j'ai complètement oublié cette langue-là. Le Fufulde, je parlais couramment le Fufulde et on ne nous l'enseignait pas à l'école. C'était dans la communauté qu'on apprenait ces langues-là. Parce que quand on parle même du vivre ensemble, le terme même me pose problème. Est-ce qu'on apprend à un couple à vivre ensemble? Les gens sont déjà là, donc il devait y avoir des politiques qui, lorsqu'il y a eu des problèmes, des politiques permettant de les contenir. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout cela. Parce que je dis, nos élites ne font pas leur travail. Tant qu'ils peuvent rester en pole position et continuer à maintenir les autres dans la misère, ça les arrange. Après, vous savez qu'on va donc terminer cette première phase qui a permis, je pense, d'identifier un peu les freins, les éléments qui empêche ou alors qui suscite ce genre d'événements. Et puis la deuxième partie, on va essayer... Je voudrais rebondir quand même sur allez-y. ce que j'ai entendu. Absolument. Quelles sont les tribus qu'il y a en France? Vous pouvez me dire? Non, quelles sont les tribus qu'il y a en Allemagne? Je reprends votre expression. Quelles sont les tribus qu'il y a en Grande-Bretagne? C'est une colle. Donc, ça veut dire... c'est une véritable colle. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'utiliser le langage colonial lorsque on parle de nous-mêmes. C'est pour ça que je vous ai demandé, parce que c'est leur langage. Et que nous maintenant, que ce soit les élites, que ce soit les professeurs, on a repris. Quelles sont les tribus en France? On les appelle comment? Donc il faut arrêter ça. Moi, je voulais justement commencer par ce qu'elle disait. On nous impose le français ou l'anglais. C'est une catastrophe. Et j'assume, je sais ce que je dis. Moi, j'ai enseigné en France. Hein. J'ai enseigné à l'université de Lyon 2. Mais j'ai enseigné chez leurs voisins, à l'université de Berlin. Vous n'allez pas parler français à l'université de Berlin. Mais nous qui sommes à 6000 km ici, à un plateau de télévision dans la ville de Douala, on doit parler français. Elle a dit qu'elle a été à Kribi, elle a parlé Batanga. Elle a été au nord, elle a parlé Fufulde. Mais moi, j'ai fait 57-58. J'étais au cours moyen de Bolova. Et j'ai ma cousine qui a fait l'INIA de Bolova. Elle est restée plusieurs années. Jusqu'aujourd'hui, elle parle Boulou et Wondo. C'est-à-dire qu'on la confond. C'est ça l'intégration. Parce que, effectivement, quand on envoyait quelqu'un, un fonctionnaire, moi comme mon oncle, on l'avait envoyé là-bas, mais la famille a parlé Boulou, comme en un temps record. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce qu'aujourd'hui,
On vous a tribalisé. On vous a tribalisé. Donc toi, tu es quoi? Tu vas parler la langue. Non, ne parle pas la langue. Mais même ta propre langue, même tu ne parles pas. Donc il faut parler français. Dans cet assassinat-là, il faut arrêter ça. Parce que quand je suis allé au Rwanda, j'ai essayé de poser la même question qu'ils posaient là. Et les gars m'ont dit, mais on nous a dépersonnalisés. On nous a enlevé notre culture. On nous a enlevé nos religions. On nous a imposé des choses qui ne sont pas à nous. Et c'est pour ça que je dis que c'est un minimum. Il ne faut pas prendre ça comme si c'est quelque chose de Camerounais, non. Et docteur, moi je pense que je suis d'accord quand vous faites l'analyse psychique au niveau d'un individu. Mais quand vous faites ça au niveau... Une transposition au niveau national, ça devient dangereux. Si vous n'intégrez pas les critères politiques. Parce que les critères politiques sont créés en 2006 dans la Léquier. On a pourchassé les Bamoun, pourquoi? Parce qu'on soupçonnait qu'ils avaient voté pour Ndamjoya. Là, ce n'était plus la fin. C'est plus parce qu'on avait faim. Mais c'est parce que, allez, comment est-ce qu'ils vivent chez nous là et ils vont voter pour Ndamjoya, qui est Bamoun? Et les Bamoun, il y a eu encore l'exode Bamoun. Donc il faut comprendre que le système qu'on nous a imposé depuis les années 1960, c'est un système, c'est-à-dire qui doit continuer d'une manière voilée la domination coloniale. Et comment est-ce que ça peut fonctionner? Ça peut fonctionner par les intérêts justement de ce qu'on appelle l'élite. Si on vous nomme demain à tel ou tel poste, il y aura une grande fête au village, non? Et ici? Absolument. Oui, c'est-à-dire ici, mais il va aller au village pour faire la grande fête. Sa communauté d'ici va d'abord venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on lui a permis aussi de venir s'asseoir pour prendre une part du gâteau. La nomination au Cameroun, ce n'est pas que on l'a nommé pour qu'il vienne donner le meilleur de lui-même pour consolider la nation. Mais, donc, ça veut dire que lui aussi, maintenant, il va manger sa part. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va apporter les siens là. Ça fait que dans sa direction, on risque même seulement de parler sa langue. C'est souvent le cas. De parler sa langue, c'est-à-dire que ce soit dans son ministère ou dans sa direction, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, c'est notre part de gâteau. Il faut que chacun qui est là fasse tout pour défendre ça, quel que soit le cas. Mais ce n'est pas pour la nation du Cameroun que vous êtes en train de travailler. Donc, moi je crois qu'il faut voir ça de manière très sérieuse. Quelle est la politique? Parce que, puisque ce n'est pas en réalité une politique nationale, et le Cameroun n'est pas seul. Hein. Moi je fais mon analyse au niveau des pays africains, surtout qui sont francophones là, parce que là c'est très très prononcé. On vous impose des leaders qui doivent rendre compte. C'est très sérieux. Hein? On vous impose des leaders qui doivent rendre compte. Et à ce moment-là, lui, il doit faire comment? Il doit mettre des mécanismes, des structures en place pour contrôler, pour pouvoir plaire à celui qui l'a mis là. Et nous vivons ça depuis 1958. Au Cameroun, mais je vous dis encore une fois, le Cameroun n'est pas une exception. Ceux qui ont essayé un peu de se défendre, un peu, c'est les pays anglophones. Qui ont essayé un peu de sortir de ce carcan-là. Mais les pays francophones, ils sont pleins dedans. Donc je crois qu'il faut dire la vérité aux populations. Alors, à partir de ce moment-là, c'est très, très compliqué. Mais moi, je vais vous donner un exemple, pour moi, qui est très édifiant. La douane. Parce que les structures qu'on met en place, même si les gens n'ont pas l'analyse, les faits, après quelque part on ressent, et puis un jour que vous ne vous y attendez pas, boum, ça explose. La direction de la douane est où? Direction générale. Je vais donc vous parler de la douane. Avant que les Blancs ne viennent ici, il y avait une douane ici qui était réglementée. C'est-à-dire, je dis bien réglementée par écrit. Hein. Il y avait la fameuse loi du 14 janvier 1856. Avant l'arrivée des Blancs. Avant l'arrivée des Blancs, non? C'était écrit.
écrit, je pouvais vous apporter ce document. C'était écrit en quelle langue? En anglais. Ah, d'accord. Parce que c'est l'anglais. Les Blancs, cet anglais, nous l'avons appris. Non, ça dit qu'attention. Non, c'est une curiosité. Hein. Je suis bien curieux. Parce que vous dites en même temps, on avait une douane qui était réglementée. Elle écrit, mais nous, on a l'impression que c'est les Blancs qui nous ont amenés. Non, je vous dis non. La douane était là, mais comme puis ce Douala ici, Douala ne s'appelait pas Douala. Douala s'appelait Cameroun. Absolument. Et là, les relations internationales, c'était ici. Puisque le hinterland, c'est-à-dire c'était nous dans nos langues. Mais ici, là, on a fini par faire même ce qu'on appelle une cour d'équité pour régler ces problèmes internationaux, ici. Puisqu'il y avait des commerçants. Voilà, avec des commerçants. C'est pour ça que c'était donc écrit en anglais, cette fameuse loi de 1850. Ah, d'accord. Et c'est ça qui est à l'antenne, là? Pardon? Je pense qu'Éric l'a mis. Voilà la douane. Voilà la douane telle qu'elle était. Il y avait la douane de King Bell, Aqua, Daido, et celle de mon grand-père Locke Priso. Bon, ils ont enlevé. Elle est là, c'est revenu une autre page là. Et cette douane, donc, on vous disait ce qu'elle rapportait, chaque année rapportait. Et c'était en crou. La monnaie d'ici. Et j'ai toujours répété qu'un crou camerounais valait toujours 20 marques allemands. Je ne sais pas si vous entendez bien ce que je dis. Un crou camerounais valait 20 marques allemands. Dans la monnaie camerounaise, c'est plus forte que... Bien sûr, 20 fois. Bon. Et cette douane-là, c'était libellé en crou. Et le crou était, vous voyez ici, là, les valeurs des marchandises en crou, en cake, en pigeon et en bar. Et même un bar, c'était 1,25 marques. Bon, donc je veux dire que je parle de la douane. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Allemands finissent donc par prendre le territoire avec une armée et tout ça, ils ne suppriment pas cette douane. Mais elle devient la douane allemande, sans aucune indemnisation des communautés. Et quand les Français viennent, elle devient la douane française. Et à partir de 1960, elle devient la douane de l'État du Cameroun. Sans aucune indemnisation des gens qui ont toujours été là. Et cette douane, qui rapportait 100% de la douane de tout le Cameroun en 1884, aujourd'hui elle rapporte encore dans les 93% de toute la douane du Cameroun. Mais la direction est où? Alors quand vous faites une politique comme ça, vous ne savez pas qu'un jour ou l'autre ça va exploser? Et vous allez dire que pourquoi ça explose? Et je vais encore plus loin. Ça c'est le port de Douala, n'est-ce pas? Mais c'est toujours le port de Limbe. C'est toujours le port de Kribi. Tous ces ports-là, c'est les ports donc, des communautés Sawa qui s'identifient dans leur culture, ce qu'on appelait les côtiers à l'époque. Maintenant, vous venez vous fragmenter. Vous fragmentez, vous dites, vous êtes des anglophones, vous êtes du littoral, vous êtes du sud. Mais quand vous faites une politique comme ça, c'est criminel. Et ne me dites pas que vous êtes en train de faire l'unité, l'union nationale. Moi, encore une fois, j'ai enseigné pendant 10 ans les sciences politiques en Allemagne. Quand vous prenez un pays comme l'Allemagne, mais moi, je me rappelle, quand j'ai eu mon bac, maths sciences à Munich, j'ai dit, j'ai un bac allemand. Il y a un prêtre, ce jour-là, qui s'est levé, il a dit, tu as un bac bavarois. Tu n'as pas un bac allemand. Tu as un bac bavarois. Parce qu'en effet, à l'époque, c'était le bac le plus dur. Parce que les Allemands se sont organisés par affinité linguistique, culturelle, etc., pour former ces États qui forment la fédération. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que si les Sawa, les Bamileke, les Ekang, ça dit forment un groupe, que ça on recule pour aller, on ne recule pas. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté maintenant de faire ensemble, de vivre ensemble. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on va vivre ensemble, mais on va d'abord vous tuer. Parce que l'enfant Douala aujourd'hui n'a même plus la capacité d'apprendre la langue Douala.
Bon, maintenant, je sais que comme on a tellement crié, il y a maintenant, je crois, 6 langues qu'on est en train d'introduire avec timidement. Mais l'UNESCO a démontré dans le monde entier qu'un enfant doit d'abord apprendre dans sa langue avant qu'une langue étrangère comme le français et l'anglais. Et s'il fait ça, il finit l'école primaire 2 ans plus tôt. Et nous, on est en train de reculer. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les recommandations de l'UNESCO, que bon, le gars qui est Bafang, il apprend d'abord Bafang pendant les 2 premières années, on lui impose le français. Mais c'est-à-dire qu'on lui impose le français et avec ça l'échec. Et ça c'est démontré puisque c'est l'UNESCO, c'est-à-dire qui a mis ça et qui recommande à tous les gouvernements. Mais nous on dit non, il faut commencer par l'anglais, il faut commencer par le français. Donc je veux par là dire que nous avons vraiment un problème, c'est que la politique qu'on met en place, d'abord pour satisfaire le grand maître, et maintenant pour voir comment est-ce que nous pouvons, notre assise personnelle, et comme l'assise personnelle c'est le village, c'est ça qui nous crée ces sacrés problèmes-là. Mais je pense que nous pouvons nous en sortir. Moi je suis sûr, si on revient à l'Afrique profonde, si on revient à l'Afrique profonde, je vous ai donné un exemple au début. Moi on me dit que tu es là pour rassembler. Tu n'es pas là pour être dans un parti. Quand il y a plus, tu es là pour rassembler. Et Congo me dit non, nous on ne veut pas ça. Si tu veux qu'on signe ton décret, tu entres dans le parti. Comment voulez-vous donc que ceux qui gardent l'Afrique profonde, le Cameroun profond, maintenant ils sont dans un parti politique. Et les autres alors, c'est-à-dire, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Il faut arrêter cette politique-là. Il faut arrêter ce massacre. Bon, maintenant, ce que je vais vous donner quand même quelques petits exemples et puis je vais m'arrêter à cette première partie-là. Nous sommes nos modèles qu'on apprend à l'université. C'est Common Law, 5e République, etc. J'ai publié dans ce livre, l'Afrique s'annonce au renouveau de la tête haute, la charte de Kourougan-Fouga, la constitution de l'Empire du Mali, qui date de 1236. Et, s'il vous plaît, donnez-moi 2 secondes. Allez-y. La constitution de la charte, voilà, le droit à la vie. Article 5. C'est une constitution de 1236. La Common Law n'existait pas encore. Wow. Les Français n'avaient encore rien fait. Hein, parce que les Français, c'est à partir de 1700, etc. Article 5. Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute tentation d'enlever la vie à son prochain est punie de la peine de mort. 1236. Article 9. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient en conséquence à tous. C'est ce que nous faisons normalement, non? Sauf quand on commence maintenant à aller dans les institutions où c'est papa et maman seulement. Bon. Article sur les femmes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Article 14. N'offensez jamais les femmes, nos mères. Hein? 1236. Article 15. Ne portez jamais la main sur une femme mariée avant d'avoir fait intervenir sans succès son mari. Article 16. Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associées à tous nos gouvernements. À tous nos gouvernements. Les femmes, 1236. Après, on va vous dire que c'est les blancs qui vous disent que non, il faut mettre les femmes au gouvernement. Bon. Je vais finir avec l'immunité diplomatique et la préservation de la nature. Article 25. Le chargé de mission ne risque rien au mandé.
Ça, c'est l'immunité diplomatique. Oui. Article 37 sur la préservation de la nature. Fakombe est désigné chef des chasseurs. Il est chargé de préserver la brousse et ses habitants pour le bonheur de tous. Article 38. Avant de mettre le feu à la brousse, ne regardez pas à terre, levez la tête en direction de la cime des arbres. Parce que sinon, vous allez tout brûler. Article 39. Les animaux domestiques doivent être attachés au moment des cultures, libérés après les récoltes. Le chien, le chat, le canard et la volaille ne sont pas soumis à cette mesure, etc., etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais je veux dire par là que vous avez vos éléments typiquement africains, que les professeurs aillent chercher ça pour professer avec ça, et qui ne nous tapent plus les oreilles avec les common law et les machins. Mais ça existe. Bon, je vais vous donner ici. Pour terminer sur cette phase. Oui, pour terminer cette phase. Les juristes, vous voyez par exemple ça. L'université Sankore de Tombouctou. La grande université de Tombouctou. Et je crois qu'on a cette image, on peut la mettre à l'antenne. Voilà. Et ça, c'est le savant Ahmed Baba, de grande réputation, qui après, comme ils ont été envahis, on l'a amené au Maroc pour qu'il enseigne au Maroc. Il a enseigné au Maroc pendant longtemps avant qu'il ne rentre. Pourquoi est-ce que tous ces documents-là, nos collègues professeurs, c'est-à-dire que ne cherchent pas ces documents pour pouvoir enseigner sur la base de ça? Donc, c'est un défi. C'est un défi et je vais terminer avec quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Quand le président Biya a pris le pouvoir, nous l'avons appelé ici, à Douala. Je ne sais pas si ils ont cette image. Oui, elle est là. Voilà. Vous voyez, c'est moi qui suis derrière le président Biya. Parce qu'il fallait lui donner le vrai pouvoir. Vous voyez qu'il est en pagne. Et le texte... Avec la veste et la cravate. Le texte qu'on lui a... Modernité. Je vais seulement vous lire quelques petits extraits du texte, les paroles qu'on a déversées sur lui. Bienvenue, Monsieur le Président. Douala, terre du foisonnement, des hommes, des affaires, Douala, terre du brassage, des peuples, des cultures, Douala, terre d'expérience, des tolérances, des liaisons, Douala, creuset de l'unité, au-delà des tribus. Bienvenue, Monsieur le Président. Les voix se font pressantes, résonnent, tonnent du tréfonds des eaux, conjurer l'héritier, sauvegarder l'hospitalité, modeler, consolider l'unité, vibrer au rythme de la nation. Et après, la paix. Que les tombes de nos ancêtres, jonchant les plaines du camp, pour vous donner la paix, s'ouvrent. Que cette paix céleste sur la nation entière s'étende. Que les mystères scellés au fond du fleuve Sanaga, de trésors le peuple inonde, et que ces trésors, la vie de chaque citoyen au quotidien, allège. Donc, si vous voulez, c'est un livre qui vient de sortir. Il n'a même pas encore un mois. Okay. C'est quoi le titre du livre? Restituer à l'Afrique ses objets de culte et d'art. Okay. Parce que vous savez qu'on nous a pris pratiquement 90% de nos objets de culte et d'art. Ils ont enfermé ça dans ce qu'ils appellent des musées là-bas. Et tant qu'on ne va pas se réapproprier, récupérer, mais on va toujours, c'est-à-dire qu'on va toujours vous... Comme des âmes en peine. Des âmes en peine. Ou des âmes sans, ou alors des êtres sans âme. Des êtres sans âme. Et vous allez devoir danser selon la danse que les autres vous imposent. Donc, moi je pense que vraiment, Dipita Tongo, les Camerounais doivent comprendre que la mémoire effacée qu'on leur a imposée, il faut qu'ils travaillent pour récupérer leur mémoire profondément camerounaise et africaine. Et c'est ça la voie. Tant qu'on ne va pas être sur cette voie-là, ça va être très compliqué de s'en sortir.
Alors, professeur Dikoumé, le prince vient d'illustrer, de démontrer un ensemble d'éléments, de facteurs qui peuvent, et c'est un peu l'objet du thème de ce soir, ramener le vivre ensemble, ou alors un vivre ensemble harmonieux. Y aurait-il d'autres? Je veux dire qu'aujourd'hui, quels sont les instruments véritablement qu'on peut activer pour que dans nos espaces géographiques qui semblent appartenir a priori à certains, mais peuvent s'installer une vie sans identité, sans démonstration de ce que vous n'êtes pas chez vous, je suis chez moi, et ainsi de suite. Quels sont ces facteurs qu'on peut activer aujourd'hui? Bon, il y a d'abord une chose qu'il faut reconnaître, c'est que nous mettons surtout en exergue nos différences. Au lieu de parler des choses Qui nous unissent. Que nous avons en commun. Si je prends, puisque c'est ma fille qui est à côté de moi, elle est de Banjul. De Baham. De Baham, pardon. À côté, elle est de Baham. Si je lui demande là tout de suite, qu'y a-t-il de différent entre toi et moi? Je crois qu'elle va commencer à chercher. Elle va commencer à chercher. Absolument. En réalité, beaucoup de choses nous rassemblent, mais nous préférons les mettre de côté. Parce que nous avons une espèce de fonds de commerce que nous utilisons. Nous préférons mettre l'accent sur ces différences. Ce fonds de commerce, ce sont surtout les politiques, ou les politiciens, les hommes politiques comme vous voulez, qui l'utilisent, qui agitent comme une espèce d'épouvantail les différences qu'il y a entre vous. Ah, celui-ci n'est pas comme toi. Et en le faisant, le Cameroun milite contre lui-même. À la limite, nous tirons une balle dans la jambe, ou dans le pied plutôt. Nous sommes au XXIe siècle. Certains veulent que nous continuions à montrer l'image qu'on a tendance ou qu'on a l'habitude de montrer, l'image de l'Afrique, de la sécheresse, l'Afrique des endémies, l'Afrique, cette Afrique qui fait pitié. Il faut sortir de cette situation. Pour sortir de cette situation, nous devons être tolérants. Tolérants les uns envers les autres. Considérer les autres, les prendre comme nous-mêmes, les considérer comme des frères. Et surtout, il faut que l'État fasse véritablement un travail de rassemblement de ce peuple. Ce travail n'a pas toujours été fait. Et c'est dommage. On a toujours eu tendance à cataloguer les gens, à mettre en place des catégories. Toi, tu appartiens. En général, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons, tu es d'où? Dès que tu rencontres l'autre, c'est comme si la relation avec l'autre devait être déterminée par ses origines. Et moi, je trouve que c'est dangereux si nous mettons cela en avant. Être de Ngelemenduka, être de Kousséri, on doit se dire qu'on appartient à un même espace. Et même, nous avons tendance à faire des divisions. L'un est soudanais, l'autre est bantou. Quand on étudie de près toutes ces choses-là,
on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui sont artificielles, qui ont été inventées par les Européens. On a voulu nous séparer, puis on a inventé une expression, le semi-bantou, le semi-bantou ou le bantouide. Ça n'existe pas, le semi-bantou. On a dit que le bamléké et même le bamou, parce qu'ils ont le même fond ethnique, si on peut, que sont des semi-bantous. On est bantou par sa langue. Et les bamlékés utilisent des langues qui sont parmi les plus vieilles langues bantoues. Hein? Il y a une autre chose, le fond humain des Grassfields est là depuis 5000 ans. Donc, quand on voit tout ceci, on se rend compte que nos différences sont véritablement minimes. Quand tu prends, par exemple, un certain nombre de rites qui sont attachés à nos traditions, tu vois le rôle que l'eau joue dans la plupart de nos peuples. Si je demande à Madame Fotso-Wogan de me parler de l'eau dans les rites à Baham, vous serez surpris de voir que certains rites que nous pratiquons, par exemple dans le littoral, on les pratique sur les hauts plateaux. Alors, est-ce que c'est seulement la langue qui nous sépare? Est-ce que les coutumes sont tellement différentes que nous devrions nous tourner le dos? Si nous embrassons des gens qui viennent de loin, moi j'ai vu ici au Cameroun des gens refuser que leur fille épouse quelqu'un d'un autre peuple et donne cette fille à un Européen. Hein? C'est paradoxal, n'est-ce pas? Absolument. Mais cette prévention que nous avons les uns vis-à-vis des autres, nous devons laisser tomber cette prévention. Nous devons être plus ouverts aux autres. Mais je voudrais quand même mettre un peu un bémol. Un bémol. Oui. Oui. Parce que les gens ont des préoccupations concrètes. Par exemple, les Bamileke, comme tu as dit là. Par exemple, on dit, il y a des choses qu'on reproche aux doigts là, on reproche aux Bamileke, qu'on reproche aux écans, etc. C'est-à-dire, juste une minute pour dire que ces reproches sont la plupart du temps des clichés qui ont été laissés, développés et laissés ici par des Européens. Oui. La plupart du temps. Et que nous avons repris à notre compte. Voilà. C'est-à-dire que ce que moi je vais te dire par exemple, quand tu entendras beaucoup, enfin je ne sais pas, été à Famille, je ne sais pas très bien ce qu'ils se sont dit, que on laisse entrer les Bamileke, mais eux ils ne laissent pas entrer les autres. Et ça ce sont des choses concrètes, c'est-à-dire que prends même les tontines. Pour que tu entres dans une tontine Bamileke, c'est très compliqué. Bon. Et nous, on vit ça au niveau traditionnel tous les jours. C'est-à-dire que quand tu accueilles, par exemple, le quartier Besseke à Bonaberi, c'était un quartier, quand quelqu'un venait, on lui disait va t'installer à Besseke. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas, disons, un Sawa, etc. Ça fait que tout ce quartier-là, quand il a fallu maintenant faire comme le blanc, c'est-à-dire avoir les titres fonciers, ça crée tout un problème. Parce que l'hospitalité africaine dit que va t'installer là-bas. Mais après, maintenant, tu vas faire le titre foncier. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, ça pose problème. Et on se dit, mais est-ce que, si vous prenez la géographie, la carte géographique du Cameroun aujourd'hui, il y a ce dynamisme bamileke qui fait que, bon, ils sortent de chez eux, et les autres n'arrivent pas à dire on entre là-bas. Bon, mais maintenant je crois que il faut qu'on s'assoie. Mais il faut expliquer pourquoi ils sortent. Laisse-moi dire. Parce que là,
là, ça c'est le problème que nous avons au niveau des chefferies. Bon, il faut absolument... Mais moi, j'ai de très bonnes relations avec le chef américain. Le chef de Bafoussam, il est tout le temps, quand je fais une cérémonie, il est toujours là. C'est que nous devons nous asseoir pour voir comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses-là. On reproche par exemple au Betty, il y a un mot chez les Douala, on les appelle les chop pot. C'est-à-dire que ils utilisent jusqu'à ce que la marmite... bon. Ils mangent, ils cassent. On doit s'asseoir pour voir qu'est-ce qu'on se reproche mutuellement et comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Il ne faut pas dire bon, tout est beau, il faut se... Et on a des problèmes très concrets, il faut voir comment... Moi, j'ai vécu quelque chose à Berlin. Parce que les communautés bamileke sont très très bien organisées. Et il y a une jeune fille qui sortait avec un autre bamileke, mais qui n'était pas de la même communauté. Ça a été tout un drame. Il a fallu que je tape, que je dis, mais vous êtes fous ou quoi? Ici à Berlin, vous vous apportez encore des choses comme ça. Bon, donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit, c'est que ce fameux repli identitaire, qui a aussi une réaction à la politique générale, on doit se protéger. On doit se protéger. Il faut qu'on voit comment on peut sortir de là, que ce soit au niveau des chefferies traditionnelles, mais le gouvernement est le premier qui a les moyens vraiment pour agir. Pour vous poursuivre et puis on va donner la parole. Oui, ce que je voulais dire, c'est que certains des clichés ont été véhiculés par des Européens. Oui, nous les avons adoptés. Et amplifiés. Je prends un exemple. Les gens de la côte, les Bakwiri par exemple, quand les Blancs sont arrivés, ils leur ont pris leur terre. Et ils voulaient les contraindre à travailler sur ces terres. Comme ouvriers agricoles, les Bakwiri ont refusé. Alors les Blancs ont dit que c'était des paresseux. Et d'autres peuples qui étaient dans les environs ont commencé à les traiter de paresseux. Mais vous avez trouvé on a retrouvé le même phénomène à l'ouest du Cameroun, à Babadjou, dans les Bamboutos. Les Blancs sont venus, ils ont occupé beaucoup de terres à Babadjou. Ils ont créé de grandes plantations de café. Et ils nous ont voulu contraindre les Babadjou à travailler dans ces plantations. Ils se sont révoltés, ils ont refusé de travailler. On les a traités. Dans les archives, on a retrouvé, on les a traités comme on avait traité les Bakwiri. Vous comprenez? Ici, nous avons l'habitude de dire tel peuple est comme ça, tel peuple est comme ça, sans que cela soit véritablement basé sur des réalités. Parfois, nous ne connaissons même pas suffisamment les peuples contre qui nous avons des préventions. Parce que nous avons été mus par un certain nombre de préjugés. Nous avons des préjugés contre certains peuples. Il faut les approcher. Absolument. Pour les connaître. Vous ne pouvez pas vous tenir à distance et espérer connaître l'autre. Et lorsque... Il faut qu'on en parle. Oui. Qu'on en débatte. On met ça sur la table. Oui, absolument. Bon, tout à l'heure, le prince Koumane Doumbé a parlé de l'Ouest, en disant que il était difficile, par exemple, d'acquérir du terrain à Bafoussam, à Tchang. Ça a été vrai pendant une période, il faut le reconnaître. Parce que, déjà, il y avait dans ces régions une démographie très élevée. Parce qu'il y avait un problème foncier. Les notables et les chefs s'étaient accaparés les terres, mais ce n'était pas seulement les étrangers, entre guillemets, ceux qui étaient étrangers à la région, qui en souffraient. Mais même les... Je prends un exemple. Si vous allez à Bangwa, c'est dans l'Undi. J'ai mené des enquêtes à Bangwa. Les terrains, il y a des terres qui ne sont pas occupés. Et que les jeunes
de Bangwa n'ont jamais pu acquérir. Parce que ces terres appartiennent aux chefs et à ses notables. C'est la notabilité qui s'est accaparée la plupart des terres à l'ouest. Donc, c'est pour ça que beaucoup de Bamileke sont partis, ce qu'on appelle les cadets sociaux, parce qu'ils n'arrivaient pas. Et puis, les fils d'eux. Ouais, et puis, il y a ce problème de succession. À l'ouest, qu'il faut prendre en compte. L'aîné devient le père. Ou bien, pas l'aîné. Le successeur, comme on dit, devient le père. Et c'est lui qui procède à la distribution. Il y en a qui ne trouvent pas leur compte. Ils s'envolent. Hein? Ne pouvant... Et puis, vous savez que chez le Bamileke, hein, il y a une chose. Il faut sortir de la misère. Chez eux, la compétition est extrêmement rude. Très tôt. Hein? Très tôt, on apprend à sortir, à essayer de sortir de cette misère. Cela fait que s'ils ne peuvent pas sortir de cette misère dans leur terroir d'origine, ils vont essayer d'en sortir ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont disséminés dans la plupart des régions du Cameroun. Docteur Ougan, les facteurs pouvant faciliter un vivre ensemble en Monieu. Moi, je vais toujours revenir sur le politique, hein, parce que dans plusieurs de nos familles, il y a les mariages mixtes. C'est quand un homme et une femme décident de se mettre véritablement ensemble, on ne tient plus compte de l'origine de cette personne. J'ai un ami, je vais l'appeler un co-villageois, qui lui, il est Bayangam, et il a épousé une femme qui est également de l'Ouest, mais plutôt, je crois, de la Ménois. Son père lui a dit, je n'ai rien contre ton mariage, mais la seule difficulté, c'est que quand il y aura des étrangers, vous ne pourrez pas communiquer entre vous. Ça veut dire que parce que sa femme ne parle pas la même langue que lui, la crainte du père qu'il a exprimée était que ce couple qui est en train de se former en cas de difficulté n'auront pas la possibilité de communiquer devant les étrangers. Donc voilà une raison pour ce papa-là qui pouvait l'amener à ne pas accepter le mariage de son fils. Mais il a dit, bon, comme tu as fait ton choix, je t'ai dit quelle est la raison pour laquelle je trouve que ce n'est pas un bon choix. Donc, mais bon choix simplement parce que ils ne peuvent pas communiquer lorsqu'il y a des personnes autres à la maison. Mais l'un peut apprendre la langue de l'autre. Oui, mais justement, c'est ce que son fils lui a proposé, que si ce n'est que ça, nous allons peut-être apprendre à communiquer, on va trouver le moyen de communiquer ensemble lorsque il y a des personnes étrangères. Je dis souvent à mes étudiants que je pense que la difficulté, c'est souvent l'inconnu. On ne sait pas qui est l'autre vers qui on va. Parce que dans notre système parental, nous, c'est toujours l'innocent, le non coupable, la personne réglo. L'autre est toujours l'ennemi. Donc même s'il y a un cas de sorcellerie, je sais que c'est mon fils qui est le sorcier, donc qui est le coupable. Mais comme il y a un gars qui vient d'arriver au quartier, le soupçon est porté sur lui. C'est comme à la maison lorsqu'on a plusieurs enfants. Lorsqu'on peut avoir un enfant qu'on a toujours tendance à accuser en premier. Donc je pense que c'est cette ignorance, cette méconnaissance qu'on a de l'autre qui participe à avoir peur. Parce que quand nous observons notre société camerounaise, je peux prendre au niveau de l'alimentation, le watafoufou. Dans combien de nos fêtes on ne consomme pas le watafoufou? Peu importe si c'est un douala, un étone, un boulou, un manguissa, un mounda, un toupouri. Parce que quoi, c'est un aliment qui plaît à tout le monde. On n'a plus besoin d'être douala pour manger le ndolé. On n'a plus besoin d'être bamileke pour manger le contraire. Encore que lorsqu'on va étudier ce peuple-là, le mets de prédilection chez le Bafoussam, c'est le couscous cuit. Celui qui est vraiment foussap, c'est le cuit. Mais lorsque vous allez chez le Baham, ce sera la pomme de terre pilée. Si vous allez chez le Bafan, le Bafan, ce sera, je crois, le macabo râpé sans huile de palme. Mais avec la sauce d'arachide faite avec l'arachide trempée. Alors que le voisin à côté va faire son macabo râpé, y ajouter l'huile de palme et il va griller les arachides. Vous êtes en train en gros de dire que
c'est notre diversité culturelle qui va nous sauver. Mais bien sûr. Et nous avons toujours été des multilingues. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais... L'Africain est multilingue par définition. Et une diversité culturelle, c'est-à-dire que... C'est pour ça que je dis que il faut qu'on s'approprie de ça et que le gouvernement, c'est-à-dire que prenne ça. Mais les Chinois ont fait comment? Ils ont fait la révolution culturelle pour être ce qu'ils sont là aujourd'hui. Absolument. Vous avez terminé. Donc je disais que nos différences devraient plutôt constituer une richesse. Mais moi je reste sur ma position. Peut-être que le disque actuel qui nous dirige est un peu rouillé. On peut donner la possibilité à d'autres personnes. Moi je n'ai pas de choix particulier du fait de mon militantisme au niveau du syndicat. Mais qu'on apprenne aux jeunes à prendre part à la vie politique. Parce que toutes les décisions qui seront prises au niveau de l'Assemblée nationale vont impacter sur notre quotidien. Absolument. Donc je ne veux pas dire non, je ne participe pas parce que de toutes les manières ça ne sert à rien. Non. Mais et puis nous devons, au lieu d'être toujours en train de chercher à aller vers l'Europe, partons de Douala pour Bafoussam, Ngaoundéré et Bolova pour voir qui sont les autres. Parce qu'il y aura un plus. Absolument. La manière même de conduire des Bentikune à Douala est différente de la manière de conduire à Ngaoundéré, à Bagno, à Marois, à Garoua. Vous n'allez pas voir dans cette partie septentrionale des gens bâchés, comme on dit ici, s'ils ne sortent pas de la même maison. Mais ici, chez nous, on n'a pas cette culture-là. Donc, on devrait aller prendre chez l'autre ce qui est utile et nous l'approprier. Il faut que ce soit organisé, géré. Voilà, afin mais c'est le politique qui doit aussi appliquer. Parce qu'on a vu des gens piller. Et à aucun moment donné, les forces de l'ordre n'ont véritablement fait leur travail, même en tirant en l'air pour dissuader ces jeunes-là. On a laissé faire. Donc, sur ce plan-là, on gagnerait à relire le livre de cet ancien administrateur civil, Babaka Ahmad, qui a décrit ce qui s'est passé à une certaine époque, pour que les politiciens arrêtent vraiment d'instrumentaliser. Il faut néanmoins préciser que quelques jeunes ont été arrêtés. Mais selon les autorités locales, pour des raisons d'apaisement, on a dû les relâcher parce que... Oui, mais qu'on applique les mêmes lois partout. Non, que ce ne soit pas... je suis d'accord avec vous. Mais que ce ne soit qu'on ne discrimine pas. Parce que il ne faudrait pas qu'un Camerounais se sente apatride. Absolument. Parce qu'il a eu la chance. Moi, je dis toujours, c'est la chance de naître quelque part. Absolument. Parce que s'il fallait peut-être choisir une communauté, c'est pas sûr que X ou Y aurait choisi cette communauté. Il nous reste moins de 5 minutes. On va terminer avec vous, vos propositions pour les facteurs... Oui, non, c'est trop d'honneur que de me dire terminé par moi. Je souhaite qu'après moi, que les personnes plus avisées prennent la parole. Je voudrais tout simplement dire au docteur Auguin, je pense très sincèrement que dans notre Cameroun, une tribu n'est pas plus xénophobe qu'une autre. C'est-à-dire que ce préjugé, si nous sortons d'ici en le gardant, c'est dangereux. Je souhaite que nous sortions ici en pensant que la xénophobie, c'est quelque chose qui peut se retrouver dans chacune de nos tribus et que nous devons tout faire pour la combattre. C'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais dire que nos différences malheureusement nous font peur au lieu de nous rassurer. C'est ça véritablement notre problème. C'est-à-dire l'autre, parce qu'il est différent de moi, alors j'ai peur de lui. Pourtant, elle a appelé ça une richesse. Chacun a dit ce qu'il veut là-dessus au sujet de nos différences. Mais au-delà d'être des richesses, c'est sur cette différence que nous devons nous appuyer pour affirmer notre État, notre nation. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas cette différence, rien ne nous rassurerait que nous sommes suffisamment armés pour vivre ensemble. Si nous sommes capables d'aller au-delà de ces différences et de vivre ensemble, ainsi, à mon avis, nous serons plus forts. Donc, ce que moi je retiens de ce débat, parce que je n'aurai plus de parole, je suppose, après ça, c'est que, en réalité, j'ai suivi des débats télévisés autour de ce qui s'est passé à Assemblée Lima. Des gens sont allés dans tous les sens. Des discours extrêmement partisans. Vraiment des discours violents qui ne vont pas contribuer à nous consolider dans ce vivre ensemble que nous recherchons. Vivement
aujourd'hui assis à côté d'un prince, je ne sais pas si cela m'arrivera 2 fois. Oui, je le dis sincèrement, assis à côté d'une sommité comme celle-ci, de personnes d'une autre perception de la vie, c'est à cela que nous devons réserver l'espace médiatique. Merci. Et non à des débats politiciens, en réalité, qui sont en fait des avis tranchés, qui Merci. viennent se battre pour mettre davantage dans l'abîme ce qui nous reste encore d'unité, du vivre ensemble. Merci. C'est pour cette raison qu'on dit justement que les Oui, pour la cultures sont différentes, Oui. mais pas de les cultures ne sont pas supérieures. Il n'y a que les différences au niveau des cultures. Absolument, Merci. madame. Professeur Albert François Dikoumé, un mot pour un mot de fin. Donnons une chance aux Camerounais de prendre plaisir à vivre ensemble. Merci. À mieux vivre ensemble, parce qu'on est déjà ensemble. Prince. Non, Non, moi, je quand on pense- dit vivre ensemble, ça signifie vivre de manière harmonieuse. C'est le thème de ce soir. Notre diversité culturelle est notre meilleure arme. C'est vraiment la base pour l'avenir. Il faut qu'on s'approprie cette diversité culturelle et qu'on dépasse nos petites frontières coloniales. Parce que l'Afrique doit s'unir. Vraiment, cette génération qui est en train de venir, Africa must unite. il faut qu'elle voie l'Afrique qui s'unit. Et vous allez voir que beaucoup de problèmes vont se résoudre dans cette unification de l'Afrique. Et moi, je souhaite vraiment une bonne chance à cette jeunesse qui est en train de venir. Nous autres, on a essayé de préparer quelques outils, qu'ils utilisent ces outils, qu'ils les cherchent, qu'ils les utilisent, et que vraiment les pères et les mères les bénissent pour la nouvelle route qui est en train de s'ouvrir pour la jeunesse africaine. Docteur Jeannette Ouoguin Fotso, Maurice Somo, professeur Albert François Dikoumé, Prince Koumane Doumbé III, sincèrement merci. Merci du ton, merci de l'expertise, des connaissances que vous avez apportées ce soir, peut-être certainement pour le plaisir de nos téléspectateurs, pour contribuer également à l'harmonie, à se vivre ensemble, que tout le monde appelle de tous ses voeux. Merci à vous à la maison également d'avoir regardé ce programme. J'espère que vous avez été très édifiés. Bonsoir.